Ok, bonsoir tout le monde. Alors, on va commencer cette conférence sur les concours Access Sésame. Je me présente, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus, donc une prépa au concours des écoles de commerce. Je suis aussi, j'ai été jury d'admission à l'ESSEC, un programme grande école, et j'ai été aussi enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine pendant 3 ans. Euh, je donnais cours aux étudiants en troisième année de licence. Ok. Aujourd'hui, voilà, je vais être le speaker de cette conférence. Elle va se passer en deux temps, la conférence. Dans une première partie, je vais prendre le temps de vraiment vous donner un maximum d'informations sur les concours. Et dans un second temps, je vais passer aux une demi-heure à peu près pour répondre à toutes vos questions. OK? Donc, pendant la présentation, si vous avez des questions, ce que je vous invite à faire, c'est de les écrire dans le chat de la réunion. À la fin de la réunion, une fois que j'aurai détaillé tout ce que j'avais à dire sur les concours, je prendrai le temps de répondre à toutes les questions. J'en esquive aucune et j'y réponds avec franchise. Donc, je vous donnerai vraiment mon point de vue sans langue de bois. La réunion, elle est enregistrée et je vais vous envoyer le replay demain. OK? Je vous enverrai aussi le support de la présentation. Donc, ne prenez pas la peine de prendre en photo, par exemple, les slides sur votre ordinateur. C'est pas nécessaire. Vous recevrez tout demain et donc vous aurez tout ce qu'il vous faut. Voilà. Donc, la présentation, en fait, je vais essayer, dans un premier temps, de vous expliquer dans quel contexte s'intègrent les concours Accès Sésame et les écoles de commerce post-bac en général. Et donc, en fait, quand vous souhaitez faire des études de gestion, bah, vous pouvez avoir intérêt à, à faire différents types de préparations selon votre profil. Et donc, je vais essayer de vous présenter un petit peu les différents types de préparations qui existent. Ensuite, on parlera vraiment des programmes qu'on peut retrouver dans les concours Access et Sésame. On parlera des épreuves et de la préparation au concours, la préparation même seule que vous pouvez faire avec ou sans prépa. Ensuite, je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. Du coup, quand vous souhaitez faire des études de management, vous avez la possibilité entre plusieurs programmes. Soit vous faites une école de commerce, post-bac ou après une classe préparatoire, soit vous faites des études à l'université ou des études plus courtes en BUT ou en BTS. Les écoles de commerce post-bac ou après classe préparatoire, c'est des écoles qui ont à peu près le même profil, c'est-à-dire des écoles très internationales, avec une grosse activité associative, avec beaucoup de périodes de stage en général. Et donc, la formation que vous allez avoir en école de commerce, ça va être aussi une formation où vous aurez des cours en petits groupes et où vous allez avoir vraiment tout un côté pratique qui va être stimulé. Beaucoup de travaux de groupe, beaucoup de cas et bah, du coup aussi de l'immersion en entreprise. Euh, les meilleures écoles de commerce que vous pouvez faire, les meilleurs programmes que vous pouvez faire en France, ils sont disponibles uniquement via les classes préparatoires. C'est pour les écoles de commerce HEC, ESSEC, ESCP en programme grande école. Après, derrière, on a aussi l'EM Lyon et l'EDEC en programme grande école aussi. Et ensuite, vous avez d'autres écoles comme Audencia, par exemple. Sachez que quand vous souhaitez faire une école de commerce post-bac, les meilleures écoles de commerce post-bac que vous pouvez faire, elles auront un niveau équivalent à peu près à Audencia, qui est la sixième meilleure école de commerce de France, enfin, après classe prépa. OK? Donc, les toutes meilleures écoles, le top 5, c'est via classe préparatoire, c'est pas en post-bac. OK? Donc, ce que je vous ai dit, c'est que toutes les écoles que vous faites après une classe préparatoire, c'est des écoles que vous avez avec des programmes PGE, programme grande école, programme en 5 ans. J'ai mis durée du parcours 6 ans parce que souvent, vous faites aussi une année de césure. OK? Quand vous souhaitez faire une école de commerce post-bac, vous n'êtes pas obligé de faire une école en 5 ans, un PGE. OK? Donc, certains programmes grande école sont vraiment disponibles en post-bac directement. C'est le cas de l'IESEG, qui est le meilleur programme grande école que vous puissiez faire en post-bac et qui est équivalent à peu près au DNC en termes de niveau. Sinon, après, on a d'autres programmes intéressants comme l'ESCA, comme l'EM Normandie, où si on descend un petit peu dans la hiérarchie, il y a le MLV, etc. Il y en a plein d'autres, en fait. Les meilleurs programmes grande école de France, ils sont accessibles uniquement, enfin en post-bac, hein, je veux dire, ils sont accessibles uniquement via les concours Access ou Sésame. Avec Access, vous avez accès à l'IESEG et à l'ESCA. Avec Sésame, vous avez accès à l'EM Normandie en 5 ans. Vous avez aussi un programme de Néoma en 5 ans qui n'est pas le programme grande école, qui s'appelle Autrement, enfin qui a un autre nom que le programme grande école. Et vous avez
par exemple, voilà, le MLV, ainsi que plein d'autres écoles. Vous pouvez aussi faire en post-bac des programmes en 3 ans ou en 4 ans. Les programmes en 3 ans, on appelle ça les bachelors. Le plus connu, c'est le bachelor de l'ESCP, qui est très international. Mais malheureusement, en France, on n'a pas de très bons bachelors. Les bachelors, en fait, en 3 ans, du coup, ça donne un grade de licence, alors que les programmes grande école, ça donne un grade de master, hein. OK? En France, on n'a pas de très bons bachelors en 3 ans. Euh, Celui de l'ESCP, il est parfois, comment dire, moi je trouve surcoté. Je dis ça parce que j'ai, au cours des années, quand même pas mal d'étudiants qui sont passés par ce bachelor-là. J'ai eu beaucoup de déçus quand même. Ça vend du rêve sur le papier parce que vous allez étudier à Paris, mais aussi dans d'autres villes en Europe comme Madrid, comme bah, Londres aussi, vous pouvez aller en Italie, enfin, vous pouvez faire pas mal de choses. Mais dans les faits, il n'y a pas beaucoup de cours et le niveau des étudiants est très hétérogène. Ok. Ils se retrouvent sur un point, c'est qu'ils sont assez bons en langue, mais à part ça, on a un niveau très hétérogène et donc, du coup, faut faire attention en fait. Le nom d'une école, c'est bien, mais il faut regarder le nom du programme devant. Donc, le programme grande école de l'ESCP, c'est excellentissime. Le bachelor de l'ESCP, c'est pas incroyable. Ensuite, dernier type de programme que vous pouvez avoir, donc programme bachelor, programme grande école, et il y a aussi les programmes entre les deux, les programmes BBA. Les programmes BBA, c'est des programmes en 4 ans, c'est calqué sur le modèle anglo-saxon. Et donc, du coup, vous avez 4 années d'études, mais en France, quand on fait 4 années d'études, on a juste une licence en fait. Pour avoir un master, il n'y a plus de master 1, il y a pas de master 1. Avant, c'était une maîtrise en 4 ans, c'est passé en master 2. Le master 1 n'est pas un diplôme en France. La première année de master n'est pas un diplôme. Donc, quand vous faites des études en 4 ans en BBA, vous avez les crédits équivalents à un master 1, mais vous n'avez pas le diplôme du master 2. Donc, si vous vous arrêtez après 4 ans, vous avez uniquement une licence. Donc, ma recommandation, si vous souhaitez faire un BBA, c'est de faire une 5e année ensuite, soit un master 2 à la fac et vous pouvez rentrer directement en 2e année de master, soit vous pouvez faire même un master spécialisé en école, bah, qui vous permettra ensuite bah, de valider un diplôme Bac+5. Et vous pouvez accéder, alors, si vous faites un bon BBA et un bon parcours en BBA, vous pouvez accéder au meilleur master de France, réellement. Ok. Vous pouvez accéder à des masters spécialisés dans toutes les meilleures écoles de France, et donc vous pouvez avoir un très très gros diplôme à la fin. On a des excellents BBA en France. Le meilleur BBA, c'est le BBA de l'ESSEC. Euh, c'est euh, c'est au moins aussi bon que l'IESEG en programme grande école, ok, pour vous donner un petit peu le niveau des étudiants qui rentrent au BBA de l'ESSEC. En fait, c'est la meilleure école du concours Sésame, mais il y a beaucoup moins de places qu'à l'IESEG. Donc la sélection est assez rude, mais avec un dossier qui correspond bien et une bonne préparation, vous pouvez vraiment y arriver. Et il y a d'autres excellents BBA hein, qu'on peut faire, hein. Il y a celui de l'EM Lyon, il y a celui de l'EDEC, il y a des bons BBA comme Neoma Schema, par exemple. Et en fait, tous les meilleurs BBA de France, tous, c'est via le concours Sésame que vous pouvez les passer, à une exception près, le BBA de l'EDEC qui est très très bien et qui se fait sur dossier avec un entretien. Et l'entretien, il se fait sur le même modèle que pour les entretiens pour les écoles d'Access et de Sésame. Donc si vous préparez Access et Sésame, c'est vraiment zéro travail en plus de postuler au BBA de l'EDEC. Et donc je vous recommande forcément de le faire parce que c'est une très bonne école et c'est un très bon programme. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour parler des bachelors, des BBA, des programmes grande école. Euh, des études qui sont plus courtes, ça ne veut pas dire qu'elles sont moins bonnes. Comme je vous l'ai dit, il y a les meilleurs BBA sont meilleurs ou aussi bons que des très très bons, voire enfin, que des très très bons programmes grande école. Ok. Donc voilà. Donc soit vous visez en fait une école post-bac et le meilleur que vous puissiez avoir, c'est l'ESSEC en BBA, l'IESSEC en programme grande école, mais il y a plein d'autres écoles qui sont intéressantes. Soit vous décidez de faire des classes préparatoires. Si vous faites des classes préparatoires, il faut viser le top 5. Si vous n'avez pas le top 5 et que vous avez eu le BBA de l'ESSEC ou le programme grande école de l'IESSEC, c'est-à-dire que ça n'a presque servi à rien de faire une prépa. Enfin, je veux dire d'un point de vue académique, d'un point de vue niveau du diplôme à la fin. Donc, la classe prépa, ça va vraiment être réservé aux étudiants qui souhaitent vraiment travailler très dur et qui ont déjà un très très bon niveau et qui ont la possibilité, voilà, d'être pris dans une excellente école, top 3, top 5. OK? Et ça, pour savoir si vous avez la possibilité de rentrer enfin, de bonnes chances de rentrer dans ces écoles-là, quand vous allez postuler sur Parcoursup et que vous allez choisir les prépas qui vous intéressent, bah, regardez les statistiques qu'elles ont, combien d'étudiants elles rentrent dans le top 5. Comme ça, si vous savez qu'elles rentrent 20% des étudiants dans le top 5 et que vous avez l'IESEG ou l'ESSEC, vous vous dites, bah, peut-être je ne prends pas le risque.
Si vous savez qu'au contraire, ils ont rentré 80% de leurs étudiants dans le top 5, là, vous pouvez vous dire, peut-être ça vaut le coup que je fasse une prépa parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Ok. Ensuite, voilà, il faut aussi savoir que la prépa, c'est très dur d'un point de vue rythme, mais c'est très stimulant intellectuellement. Et donc, il y a des gens que ça intéresse vraiment de faire une prépa. Au contraire, il y a des gens qui disent, c'est absolument pas pour moi, je préfère directement aller en école et pas prendre le risque de travailler 2 ou 3 ans sans savoir quelle école je vais avoir. Toutes ces formations-là, c'est des formations payantes, hein, les formations en école de commerce, et ça coûte cher. Ça coûte entre 10 et 15 000 euros l'année en général. Et sachez que, ça peut même monter plus haut hein, parfois, mais sachez que en fait, quelle que soit l'école, vous allez payer cher. OK? Et donc, c'est très important d'avoir la meilleure école possible parce que quitte à payer 10 000 euros ou 12 000 euros par an, autant que ce soit pour une très bonne école. OK? Pour financer vos études, parce que c'est une question qu'on me pose souvent et donc je l'anticipe, pour financer vos études, vous avez deux possibilités qui peuvent vraiment vous aider. La première, c'est de faire un prêt étudiant à taux, enfin, à taux pas zéro, mais proche de zéro, à taux très faible, que vous pouvez rembourser après vos études. Et donc, du coup, bah, ça vous permet de faire vos études et de ne pas avoir avancé l'argent. La deuxième chose, c'est que vous pouvez faire dans vos études jusqu'à 2 ans d'alternance dans quasiment toutes les écoles. OK? Et donc, quand vous faites 2 ans en alternance, quand vous êtes en alternance, par exemple, imaginons que vous faites un programme BBA en 4 ans. Vous faites 2 ans en alternance. Vous allez payer vos 2 premières années de scolarité à 10, 12, 15 000 euros. Et ensuite, vous allez être en alternance pendant 2 ans. Les 2 ans où vous serez en alternance, vous serez moitié en entreprise, moitié en cours. Quand vous serez en entreprise et quand vous serez en cours, vous serez payé. Donc, contrairement à un stage où vous êtes payé que pendant votre période de stage, là, vous êtes payé vraiment pendant les 2 ans de votre alternance. Et on vous paye aussi vos études, vos 15 000 euros par an, vos 10 000 euros par an, vos 12 000 euros par an. Donc, c'est une vraie économie pour l'étudiant et pour les parents qui peuvent financer les études. Euh, et ça marche aussi hein, pour les écoles post-prépa, hein, post-bac, post-prépa. Ça marche dans les deux cas, bien évidemment. Ensuite, on a comme autre possibilité hein, d'études pour faire des études de gestion, l'université. L'université, en 3 ans, vous avez votre licence. Ensuite, vous postulez pour des masters. Et si vous êtes pris, vous faites 2 ans de plus et ça va durer 5 ans. C'est quasiment gratuit, l'université en France. Pendant le master, ça peut devenir payant, par contre. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de périodes d'immersion en entreprise que quand vous êtes en école. En fait, généralement, ça commence vraiment l'immersion en entreprise très timidement après la troisième année et sinon en master. Souvent même en master 2. C'est beaucoup moins international que les écoles de commerce. Vous pouvez faire toutes vos études à l'université sans aller à l'étranger. Euh, les deux universités pardon, qui sont différentes hein, de ce point de vue-là, c'est Dauphine et Sciences Po. Vous allez aussi avoir beaucoup de cours qui vont vous permettre de. Je répondrai aux questions à la fin, comme prévu, bien évidemment. Vous allez avoir beaucoup de cours qui vont être en amphi quand vous êtes à l'université, donc vous serez beaucoup plus nombreux par cours, et vous aurez quelques cours en TD où vous serez par groupe de 30. Euh, le niveau de l'université, il est variable hein, selon l'université dans laquelle vous êtes. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes vraiment bon pendant vos études, quelles que soient vos études, les études que vous faites d'ailleurs, vous pourrez hein, au fur et à mesure passer d'un modèle à un autre. OK? Et donc, si vous êtes bon à l'université, vous pouvez vraiment aller dans des programmes qui sont sélectifs au sein de votre université ou même au sein d'autres universités, puis après postuler à des bons masters et au final faire des super études, quelle que soit votre université de départ. La règle, c'est plus vous partez d'une bonne école, d'une bonne université, plus les tremplins seront accessibles. OK? Mais tout est possible quoi qu'il arrive. Si vous voulez faire des études plus courtes, vous pouvez faire un BUT. Les BUT, hein, ça se fait dans les IUT. Il y a quelques très bons IUT, mais les IUT en général, même les meilleurs, ça ne rivalise pas avec les meilleures universités ou avec les meilleures écoles. OK? Mais vous pouvez faire des études en BUT et même prolonger après les 3 ans si vous le souhaitez. C'est pas du tout international, c'est gratuit, ça c'est intéressant. Il y en a des privés aussi d'ailleurs. Et, euh, et, euh, et du coup, pardon, vous avez un petit stage. Et enfin, si vous voulez faire des études plus courtes, vous pouvez vous lancer sur des BTS. Donc là, c'est en 2 ans. Pareil, c'est possible de continuer après le BTS, mais je ne vous conseille pas de vous lancer dans un BTS si vous visez des études plus longues, parce que ça va être plus un chemin de croix qu'autre chose pour vous. Voilà. Et donc, ça peut être privé aussi, les BTS. Du coup, voilà, quand vous voulez faire une école de commerce post-bac, toutes les meilleures écoles, à part le BBA et de l'EDEC, en fait, c'est dans les concours Access et Sésame. Et, euh, et donc, du coup, comment dire, euh,
ça va être obligatoire en fait de passer par là. Donc, on va rentrer quand vous passez le concours Access, pardon, vous avez trois écoles, l'IESEG, l'ESCA, l'ESDES. Il n'y a que trois écoles, mais c'est quand même super intéressant parce que l'IESEG est hyper intéressante et parce que l'ESCA aussi est une école intéressante. La deuxième spécificité, hein, de l'ESSEC et de l'IESEG, pardon, et de l'ESCA, c'est qu'ils ont beaucoup de places par rapport aux autres écoles. Il y a à peu près 1150 places pour l'IESEG et, pardon, 1050 places pour l'ESCA. Euh, ce qui est beaucoup, hein. Pour vous dire, en moyenne, dans les écoles de Sésame, il y a 380 places par école. C'est-à-dire que l'IESEG et l'ESCA, l'IESEG, ça correspond à trois écoles de Sésame et l'ESCA à trois écoles de Sésame, ok, en termes de capacité. À l'ESDES, par exemple, il y a moins de 300 places, c'est plutôt vers 250 places. Ok? Mais c'est une école qui est moins cotée. Vous avez trois épreuves écrites au concours Access, l'anglais, la synthèse de documents, le raisonnement logique et mathématique. On reviendra sur ça un peu plus tard dans la présentation. Je vais vous détailler les épreuves. Ça donne les trois écoles, hein, du concours Access, ça donne accès à des programmes grande école en 5 ans qui donnent donc un grade de master. Ça, c'était pour Access. Les épreuves écrites, c'est mi-avril, et ensuite, il y a des épreuves orales. Pour le concours Sésame, vous avez 16 écoles avec 19 programmes. Vous avez deux types de programmes, des BBA en 4 ans, des programmes grande école en 5 ans. Le meilleur programme que vous puissiez faire avec Sésame, c'est le BBA de l'ESSEC. Il n'y a pas de doute. Après, vous avez d'autres programmes très intéressants, comme le BBA de l'EM Lyon ou le programme grande école de l'EM Normandie, par exemple, pour ne citer que cela. Vous avez 6 épreuves écrites au concours, les langues, avec la LV1, l'anglais plus la LV2, l'analyse documentaire, les enjeux contemporains, maths, français, compétences digitales. Les écrits du concours Sésame, c'est tombé, c'est le 15 avril. Et ensuite, les oraux, pareil, c'est fin avril, début mai, comme pour le concours Access. Le concours Access, en général, c'est 2, 3, 4 jours avant, enfin, entre 1 et 5 jours avant le concours Sésame, pour vous dire. Donc, ça va être entre le 10 et le 14 cette année, normalement, si c'est comme toutes les autres années. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ça? Oui, les concours se font en ligne maintenant. Vous les faites depuis votre ordinateur de chez vous. Évidemment, il y a plein de logiciels anti-triche. Il y a pas, enfin, il y a plein de choses qui sont mises en place pour éviter la triche. Mais voilà, sachez qu'on se déplace plus pour les concours. On va en parler de ça après. J'ai vu qu'il y avait une question, c'est où trouver un classement fiable des écoles de commerce, celui de l'étudiant, point d'interrogation. Bah, réponse, voici un classement qui est assez fiable. Mais par contre, les classements, il faut toujours prendre un petit peu de recul dessus. En fait, les programmes grande école et les BBA ne sont pas classés ensemble dans aucun classement. OK? Donc, si on fait, pardon, le premier classement, c'est le classement des programmes grande école, c'est le classement du Figaro de cette année. Et ils ont placé l'IESEG en numéro 1, il n'y a pas de doute, l'IESEG est vraiment un de loin. Par contre, l'ESCA et l'EM Normandie, ils ont mis l'ESCA en 2, l'EM Normandie en 3. L'année dernière, c'était le contraire. Selon les années, l'ESCA est devant l'EM Normandie ou pas. OK? Dans les faits, ce qu'il faut savoir, c'est que la vraie différence entre l'ESCA et l'EM Normandie, c'est que l'ESCA, je dirais qu'ils ont une stratégie où ils sont développés en mettant des campus un peu partout en France, et ils ont un ou deux campus à l'étranger. Ils en ont un à Shanghai notamment. Le M Normandie, leur stratégie actuelle, c'est qu'ils ouvrent de plus en plus de campus à l'étranger, là où il y a des grandes universités américaines, et ça leur permet aussi d'avoir des cours avec des profs de ces grandes universités-là. Donc, ils ont ouvert un campus à Oxford, ils ont ouvert un campus euh, à Dublin, ils ont ouvert un campus là, ils sont en train d'ouvrir, par exemple, pour 2025, un campus à Boston. Donc, vous pourrez profiter du campus de Boston. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que ça vous permettra de faire quasiment toute votre scolarité à l'étranger si vous le souhaitez. Et surtout, ça attire des élèves très bons, en fait, ces programmes-là, parce qu'il y en a plein qui souhaitent faire leurs études à Boston. Euh, c'est quand même, comment dire, une opportunité qui est top. Pareil pour Oxford. Donc moi, j'aime bien la stratégie de l'EM Normandie, qui est celle-là. Pour le classement des BBA, du coup, numéro 1, on a l'ESSEC. Ça, c'est le classement de l'étudiant de cette année. En 2, ils ont mis l'EDEC. En 3, Schema. En 4, le M Lyon. En 5, Neoma. Juste pour vous dire, j'ai pas fait quand je vous ai mis les classements, j'ai pas trié les écoles en fonction de si elles sont dans les concours ou pas. Je vous ai mis les meilleures écoles. Ok. Juste, il faut faire attention avec les classements. Par exemple, il y a 2 ans, l'EDEC, il l'a placé septième parmi les BBA. Neoma, c'était les deuxièmes. Et le M Lyon, c'était troisième l'année dernière, etc. Dans les faits, l'ESSEC, c'est la numéro 1, il n'y a pas de doute. Ok. Ensuite, en numéro 2 et 3, ex aequo à peu près, on peut mettre l'EDEC et le M Lyon en BB.
Ok? Le bibier de l'élec qui existe depuis plus longtemps, le M-Lion, ça existe, c'est plus récent, mais ça a vraiment le vent en poupe et il est très bien. Et après, derrière, on peut mettre Schema et Neoma. Ok? Ce serait ça le vrai classement. Pourquoi, d'un classement sur l'autre, on voit des différences? En fait, sachez que quand ils font les classements, ils regardent beaucoup de critères, le nombre de doctorants, le nombre de semestres à l'étranger, combien de papiers ont été écrits par les professeurs, etc. C'est très bien, c'est plein de critères, ça fait un classement. Le classement, c'est un bon indicateur du vrai niveau de l'école. Maintenant, la réalité, c'est que, en fait, la hiérarchie entre les écoles, elle bouge pas beaucoup d'une année sur l'autre. Assez peu. Donc, c'est pas possible d'avoir les decks qui passent de 7 à 2. Ok? En fait, les decks, ils ont toujours été 2 ou 3. Ok? Ils n'ont jamais été septième. Donc, il faut faire attention quand on regarde les classements. Et Schema, pareil, pour moi, c'est jamais devant le M-Lion. D'après les critères, oui, quand tu fais un scoring, ça peut être devant. Dans les faits, les étudiants préfèrent le M-Lion à Schema, en général. Ok? Donc, si vous souhaitez rentrer dans le bibillet de Schema, c'est uniquement via le concours Sésame. Si vous souhaitez faire le programme Grande École de Schema, ça va être via la classe préparatoire. C'est ça, pour répondre à la question de Vanessa Lecoq, qui posait la question dans le chat. Ok? Donc voilà, ça c'était pour la partie classement et on va maintenant rentrer vraiment dans le détail des épreuves et vous allez voir que les épreuves sont quand même assez différentes entre Access et Sésame sur pas mal de points, mais pas tous les points. Déjà en langue, pour le concours Access et pour le concours Sésame, vous allez avoir une épreuve d'anglais. C'est une épreuve qui est assez similaire sur le contenu, mais très différente sur le format. En fait, pour Access Sésame, en anglais, vous allez avoir à connaître euh, la concordance des temps, les verbes irréguliers, les mots de liaison, euh, euh, les mots, les faux amis, euh, les règles de grammaire importantes. C'est ça qui va tomber, ok? Au concours Sésame, vous aurez quelques questions d'actualité liées au monde anglo-saxon en plus, quelques-unes vraiment. Au concours Access, vous aurez de la compréhension de texte, un petit peu de compréhension de texte. Ok? Ça va être ça la différence, mais vous pouvez vraiment préparer Access et Sésame ensemble pour ce qui est de la partie anglais. Pour l'anglais, au concours Access, vous avez 1 heure pour répondre à 50 questions. Et pour chacune des questions, vous avez 4 propositions au format vrai-faux. Donc là, je vous ai mis un exemple de questions pour Access avec les propositions A, B, C, D. Il faut dire à chaque fois si la phrase est correcte ou pas. Ok? Ça, c'est une seule question. Donc, quand vous avez 50 questions avec 4 propositions, en fait, vous répondez à 200 vrais-faux. Ok? Sur les 200 vrais-faux, il y a 10 questions avec 4 propositions, ça fait 40 questions, qui sont sur 2 textes. 5 questions sur un texte, 5 questions sur un autre texte. Ok? C'est la partie compréhension de texte. Et en plus de ça, parce qu'il trouvait que ce n'était pas assez long, vous avez 25 QCM en format ABCD, il faut choisir la bonne réponse. Sachez que l'épreuve d'anglais en 1 heure, c'est très très short, c'est très très court, et c'est pour ça, c'est là que réside la plus grande, enfin, c'est là qu'est la plus grande difficulté, hein. Pour moi, pour le concours Access, c'est la notion de temps. En anglais, c'est très violent. Vous n'avez pas le temps de réfléchir, il faut répondre très rapidement aux questions. Et, pardon, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, vous ne pouvez pas retourner en arrière d'une question sur l'autre en anglais. OK? Donc, il faut vraiment aller vite et vous ne pouvez pas sauter des questions en vous disant, j'y reviendrai plus tard. Pour le concours Sésame, vous avez 2 langues. L'anglais, la LV2, vous avez 30 minutes par langue et vous avez donc du coup 2 fois 40 questions. Pour la LV2, vous avez le choix entre 10 langues. Ça va de espagnol, hébreu, italien, portugais, arabe, russe, chinois, etc. Ok? Sachez que si vous êtes bilingue dans une langue qui est autre que l'anglais, vous pouvez demander à ce que votre LV1, ça devienne pas l'anglais, ça soit pas l'anglais, et vous mettez l'anglais en LV2. Ok? Ça a une influence sur les coefficients des matières pour les épreuves. Voilà. Euh, du coup, ça va être des questions en format QCM, ABCD. Il faut choisir la bonne réponse à chaque fois. Voilà. La LV2, d'ailleurs, c'est la seule matière que l'on ne prépare pas au sein de Prépa Campus avec les étudiants, parce que comme tout le monde a une langue différente, on n'a pas des 10 profs pour les 10 matières. Et en plus, c'est le plus petit coefficient. Donc, du coup, on peut envoyer des sujets aux étudiants pour qu'ils s'entraînent, mais on n'a pas, contrairement à toutes les autres matières, on ne fait pas de préparation spécifique avec les étudiants directement. Ensuite, pour les épreuves écrites, alors j'ai regroupé sous le nom de la synthèse l'épreuve de synthèse de documents d'accès et d'analyse documentaire de Sésame. En réalité, c'est 2 épreuves qui sont très différentes. Le point commun entre les 2 épreuves, c'est que dans les 2 cas, on va vous donner un corpus de documents qui va être sur un sujet, et vous aurez un travail à faire dessus. Par exemple,
Imaginons que vous avez un corpus qui est sur l'intelligence artificielle. Pour la synthèse de documents du concours Access, vous aurez une douzaine de textes en général. Parmi les 12 textes, il y aura peut-être une illustration ou une pub qui va se glisser là-dedans. OK? 12, 13, 14, ça va être à peu près ça le nombre de documents. Vous devrez rédiger une synthèse de 350 mots, plus ou moins 10%, donc entre 315 et 385 mots, en utilisant que des informations que vous aurez retrouvées dans les documents. En fait, les documents, ils vont pas être ordonnés, mais ils vont tous parler d'un sujet commun. Donc peut-être qu'il y a une partie des documents, le document 1, 5, 8 et 12, qui vont parler, je ne sais pas moi, des nouvelles opportunités comme l'intelligence artificielle. Peut-être que les documents 2, 3, 6, 13, ils vont parler des menaces liées à l'intelligence artificielle. Je vous dis un truc complètement au hasard, hein, évidemment. Et peut-être que les autres documents, ils vont parler plutôt la transformation de la société en route à cause de l'intelligence artificielle. Je dis ça au hasard. Du coup, en fonction de ça, bah, vous allez, au fur et à mesure de votre prise de notes et de ce que vous allez lire dans les documents, vous allez essayer de voir quels documents sont liés entre eux. En fonction de ça, vous allez tirer, bah, les thèmes principaux, vous allez faire votre plan et vous allez faire votre rédaction. Dans votre rédaction, on va utiliser aucune connaissance personnelle, mais on va utiliser par contre des exemples, qui sont directement tirés des documents. C'est interdit de citer le document à proprement parler, mais en fait, pour chacune des idées que vous allez développer, il faut toujours mettre un exemple et donc du coup, parfois, il faut pour une idée, c'est une phrase, hein, avec un exemple en une phrase, c'est 2 phrases par idée, donc les sous-parties sont très, très petites. Parce que 350 mots, en fait, ça fait une page manuscrite, ça fait une demi-page tapée à l'ordinateur. OK? Et donc vous avez un brouillon pour faire votre synthèse de document, évidemment. L'analyse documentaire pour le concours Sésame, je trouve ça personnellement plus compliqué. Parce que vous avez beaucoup plus de documents. Vous avez une bonne vingtaine de documents avec aussi des images, enfin des textes, des images et cetera. Ça va faire plutôt une bonne trentaine de pages, hein, le corpus documentaire et vous allez, pas avoir la possibilité de prendre des notes sur des feuilles, mais vous pourrez annoter les documents uniquement sur votre ordinateur. Vous allez avoir 20 questions au format QCM. Vous avez 3 types de questions. Des questions de repérage, c'est le plus facile et c'est ce qui vaut le moins de points. Exemple de question de repérage: combien de startups Apple a-t-elle racheté en 2023? Et dans un des documents, il y aura écrit: Apple a racheté 19 startups en 2023. OK? Ça veut dire que la réponse, vous allez la trouver directement dans le texte. Vous ne pouvez pas faire un contrôle F, un raccourci clavier pour chercher les informations. Il faut les trouver en lisant. OK? C'est bien, mais ça vaut 0,25 points ou 0,5 points la question. OK? Ensuite, vous avez les questions d'analyse. Les questions d'analyse, c'est beaucoup plus dur. On va vous poser une question. Il va y avoir entre 4 et 6 réponses qui vont être proposées. Et il peut y avoir plusieurs réponses correctes et donc du coup, vous pouvez trouver les informations dans plusieurs documents. On va essayer de vous piéger dans ces questions d'analyse. Il y a des réponses qui auront l'air vraies, mais qui vont un peu extrapoler ce qui a été dit dans les documents, par exemple. Et donc du coup, elles seront fausses. À partir du moment où vous avez toutes les bonnes réponses, vous avez tous les points. Vous avez il y a tro si imaginons qu'il y avait 3 bonnes réponses, vous avez 2 bonnes réponses sur 3, vous avez 2 tiers des points. Une bonne réponse sur 3, un tiers des points. Mais dès que vous avez une réponse qui est fausse, vous perdez tous vos points et vous avez 0 à la question. Donc c'est hyper, tricky, c'est hyper, piégeux parce que vous allez être tenté de vous dire: Ça a l'air juste», sauf qu'en fait, tout est dans la nuance et en fait, ça ne l'est pas. OK? Et enfin ça vaut beaucoup de points pour le coup, ces questions-là. Et donc, voilà, faut être capable de relier les documents entre eux aussi, pour ce type de document. Et enfin, le dernier type de question, c'est les questions de synthèse. Pour les questions de synthèse, la synthèse, elle sera déjà rédigée pour vous, contrairement au concours Access, mais par contre, vous devez choisir la bonne problématique, le bon titre au parti, les bons mots manquants, OK? La bonne conclusion et cetera. Encore une fois, quand on va vous proposer les problématiques, elles auront l'air il y en a une qui ça se verra qu'elle est fausse, il y en a 3, elles auront l'air justes, sauf qu'il y en aura une, elle sera bien calibrée, il y en aura une, elle extrapolera un tout petit peu ce qui est dit dans les documents et il y en a une qui va être un peu réductrice, qui va oublier une partie du corpus et donc du coup, il faut vraiment avoir les bons réflexes pour pas se tromper et choisir la bonne problématique. Ça va être pareil pour le titre des parties et les autres questions. Pareil, ça vaut pas mal de points, ce type de questions-là. Et en fait, la grosse, grosse difficulté, c'est qu'en 2 heures, si on n'est pas bon en lecture rapide, on n'est pas bon dans sa prise de notes sur les documents, on va rapidement, en fait, comment dire, bah, être pris par le temps. OK? Et donc, il faut être très méthodologique dans sa, comment dire, dans son organisation. Faut être très organisé pour réussir à avoir du succès sur cette, épreuve. Enfin, durant cette épreuve.
Ensuite, on passe à la partie raisonnement. Donc, pour Access, c'est la partie la plus importante pour l'ISEG et l'ESCA. C'est 45% de la note. Et c'est moi le prof, hein, d'ailleurs, de raisonnement logique et mathématique dans la prépa pour les cours hebdomadaires, dont je vous parlerai plus tard. Vous avez 3 parties, ça dure 2 heures. Juste pour le concours Access, pour être bon sur cette partie-là, c'est très conseillé, parce que le programme, en fait, est calqué sur ce qui se fait sur l'option maths complémentaire. Donc, si vous ne faites ni l'aspect maths en terminale, ni l'option maths complémentaire, c'est très compliqué de passer le concours Access. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est possible, mais ça demande de travailler plus que les autres. Donc, si vous êtes un bon étudiant en STMG, un très bon étudiant en STMG, si vous étiez à l'aise en maths et que vous avez lâché les mathématiques et que vous souhaitez les retravailler, que vous êtes motivé parce que vous savez que vous voulez absolument Access, moi, je serais OK pour vous accompagner sur ça, parce que la structure de notre prépa fait que c'est possible de le faire pour vous. OK? Mais par contre, j'en attendrai plus de vous en termes d'engagement que les autres étudiants, parce qu'il y a plein de choses que vous allez voir avec nous que vous ne verrez pas en cours. Et donc, du coup, eh ben, on va prendre plus de temps pour le travail avec vous. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas en dehors des cours, enfin, que vous ne comprenez pas pendant les cours, en dehors des cours, je vous les réexplique en individuel sur des séances d'1 heure, ponctuellement, que je prends avec des étudiants en individuel ou à deux, où je vais réexpliquer les notions qui n'ont pas été comprises aux étudiants qui en ont besoin. Et c'est gratuit, ça fait partie de l'accompagnement que je donne aux étudiants. OK? Mais donc, du coup, un étudiant qui n'est pas bon en STMG en mathématiques, je lui dirais non pour préparer le concours Access avec moi. OK? Euh, Vous avez donc du coup 3 parties pour la partie raisonnement logique et mathématique. La première partie, bah, raisonnement logique, du coup. Vous avez 5 questions. C'est 4 propositions en vrai-faux. Pareil pour les maths et les problèmes. Ça vous donne à peu près 8 minutes par question. Et donc, du coup, 2 minutes pour la réponse A, 2 minutes pour B, 2 minutes pour C, 2 minutes pour D. La répartition, elle ne se fait pas du tout exactement comme ça, hein, dans la réalité, mais c'est l'idée. OK? Euh, le raisonnement logique, pour faire la partie raisonnement logique, bah, vous allez avoir besoin d'avoir certaines notions de mathématiques, hein, liées au lycée, mais il faudra aussi utiliser des techniques, parfois qui nous font gagner beaucoup de temps et qui nous permettront de résoudre les problèmes plus facilement qui ne sont pas au programme. Par exemple, des logigrammes, euh, des, euh, ou des diagrammes de veine, voilà, c'est un exemple. Ok. On va utiliser aussi parfois des formules qui ne sont pas vraiment au programme, mais qui nous aideront à aller beaucoup plus vite pour résoudre certains types de problèmes. OK? Ça, c'est pour la partie raisonnement logique. On va aussi avoir un gros travail d'organisation de l'information pour pouvoir répondre, de manière, plus facile aux questions. Pour la partie mathématique, ça va être vraiment purement des maths sur le programme de maths complémentaires sans les suites. Ça va être plus dur d'un point de vue calculatoire que ce qui se fait au lycée, mais il n'y a pas de partie rédaction. Donc ce que vous allez faire, hein, quand vous travaillez raisonnement logique et mathématique, pour Access, ça vous aide, hein, pour le lycée, clairement. Et la partie problème, c'est super intéressant. Pareil, vous devez maîtriser les notions mathématiques de première, de terminale. Mais ils vont rajouter des notions, soit de maths, soit d'économie, soit de finance, par exemple, qui vont pas du tout être au programme et ils vont vous les expliquer. Ils vont vous expliquer ces notions et ils vont vous expliquer comment enfin, comment on utilise, hein, ces différentes notions. Et ça sera à vous ensuite de les réappliquer dans le problème et de les interpréter. Donc, il faut vraiment, c'est quelque chose qu'on ne vous demande jamais au lycée de faire, c'est vraiment de comprendre sur le moment ce qu'on vous explique pour pouvoir le réappliquer. Et donc, pour s'entraîner sur cette partie-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'essaie pas de deviner ce qui va tomber lors de la partie problème. On essaie au contraire de vous habituer à réussir à réutiliser des outils qu'on vous a présentés sur le moment. Et donc, du coup, on s'entraîne en faisant des problèmes et comment dire, en travaillant vraiment sur l'aspect application euh, suite à une explication et interprétation derrière. OK? Je vous ai dit, elle dure 2 heures l'épreuve. Dans les faits, bah, c'est censé être 40 minutes par sous-partie. Dans les faits, vaut mieux passer plutôt une trentaine de minutes sur la partie raisonnement logique. Peut-être que vous pouvez prendre 50 minutes pour les maths et 40 minutes pour le problème. OK? Si vous faites 30-35 minutes sur la logique, c'est bien. Et gardez 35-40 minutes pour le problème, dans l'idéal. Donc là, je vous ai mis un exemple de question. Vous pouvez essayer de le faire chez vous. Je vous enverrai les slides. Mais vous verrez que sans diagramme de veine, c'est très dur. Avec un diagramme de veine, ça se fait sans problème. Et c'est une question d'anal, ça. Je n'ai pas sorti de mon chapeau. Alors là, dans la partie raisonnement de Sésame, j'ai regroupé maths, français, compétences digitales. En réalité, c'est pas ensemble, hein, maths, français, compétences digitales. Mais avant, en fait, la partie raisonnement de Sésame, en fait, il y a 2 ans, c'était maths, français, logique. Aptitude verbale, aptitude mathématique, logique. OK. Ils ont changé la logique par les compétences digitales et ils les ont un peu séparés. Ils ont un peu modifié les choses quand même. OK. Mais je les ai laissés regrouper dans la slide parce que comme ça, c'est plus facile à expliquer. Donc en maths, pareil, ça va être moi le prof, hein, pour Sésame, pour les cours hebdomadaires, on propose, c'est 20 questions en 40 minutes.
OK? Donc vous avez 2 minutes par question et ça ressemble pas du tout au lycée. Vous pouvez avoir arrêté les maths en seconde, c'est pas un problème. On vous demandera pas de connaître des choses qui vont plus loin que la seconde, mais en fait, le format est extrêmement différent de ce qui se fait au lycée. En fait, ça va plutôt être comme des casse-têtes que vous devrez résoudre et heu et en fait, être bon en mathématiques, il y a des gens qui sont très bons au lycée en mathématiques, qui sont pas très forts sur cette partie-là. Il y a des gens qui sont pas hyper doués en mathématiques au lycée, qui sont très forts sur cette partie-là. OK? En fait, là, il va y avoir tout le temps plein de techniques pour résoudre les problèmes et c'est assez amusant à faire. Les étudiants, ils aiment bien et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que quand on trouve la solution au bout de 2 minutes à notre problème, on a une petite satisfaction un peu équivalente à celle qu'on a quand on trouve un mot dans les mots croisés, par exemple, ou quand on remplit une grille de sudoku. OK? Donc je vous donne un exemple de question, bon, comme c'est moi le prof, on peut le faire. Patty va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet aller est de 25 km/h. Au retour, elle roule à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? Allez, 80% des étudiants, ils vont faire 25 plus 100 divisé par 2, 62,5 km/h. Vitesse moyenne 62,5 km/h. C'est pas la bonne réponse. En fait, nous, ce qu'on va vous apprendre, c'est les techniques à utiliser pour résoudre facilement ça. Je vais vous faire l'explication sans parler de la technique, mais en gros, si vous allez à 25 km/h à l'aller, vous allez mettre plus de temps qu'au retour. Donc si vous roulez bien 1 heure à 25 km/h, 1 heure à 100 km/h, votre vitesse moyenne, c'est 62,5 km/h. Sauf qu'à l'aller, vous mettrez plus de temps qu'au retour. Donc du coup, ça va baisser votre vitesse moyenne parce que vous allez rouler plus longtemps à 25 km/h qu'à 100 km/h. Si on prenait un trajet de 100 km, à l'aller, on mettrait 4 heures en allant à 25 km/h et au retour 1 heure. Donc en fait, on aura fait 200 km sans l'aller, sans le retour en 5 heures, 4 heures à l'aller, 1 heure au retour. Donc notre vitesse moyenne, c'est 200 divisé par 5, c'est 40 km/h et c'était la réponse A. Voilà le type de question. En français, vous avez 40 questions à faire en 30 minutes. Ça va être des questions de grammaire, d'orthographe, de conjugaison. On peut vous demander des définitions de mots et on peut aussi vous poser des questions un peu de littérature, qui est au programme, hein, du bac français. OK? Pour les compétences digitales, ça va ressembler à ce que vous faites pour la certification PIX. Pareil, on a 20 questions en 20 minutes. On va avoir, comme type de questions, tout ce qui va être lié à la sécurité des données et de votre environnement numérique. On va avoir aussi, hem, comment les bonnes pratiques, comment dire? Pour sécuriser son poste de travail, mais aussi pour, dans la manière de communiquer, on va dire, d'une manière numérique. Donc il y aura tout un volet sur le cyberharcèlement, il y aura un volet sur, les règles de bonne conduite en ligne, comment on fait un mail et cetera. Vous allez avoir aussi enfin les codes, hein, je parle, qu'il faut adopter en ligne. Vous allez avoir toute une partie qui est très importante sur la programmation, mais c'est pas un niveau très avancé, je vous rassure. Et vous allez avoir aussi, tout ce qui est, hem comprendre, l'environnement numérique en général, c'est-à-dire comprendre la différence entre le cloud et ce qui se fait sur votre machine, savoir la différence entre le hardware, le software, et sinon il y a toute une partie aussi bien évidemment, production de documents via des logiciels de traitement de texte, via Excel, via PowerPoint, via et cetera. OK? Ça va être des questions liées à tout ça, utiliser des formules et cetera. Ça va être à peu près pour les compétences digitales. Donc tout ça évidemment, on le travaille aussi avec les étudiants, bien sûr. Et enfin, je termine, sur les épreuves avec la partie, culture générale. En fait, pour Sésame, c'est vraiment les enjeux contemporains, c'est sur les actualités des 10 mois avant le concours. Ça dure 30 minutes, il y a 40 questions et en fait, ça va être les actualités donc des 10 mois avant le concours et donc, par nature, vous n'allez pas trouver des annales qui vont vous aider, OK? Évidemment, pour vous entraîner. Hem Nous, ce qu'on fait pour le travailler, c'est qu'on travaille entre janvier et mars. En fait, on travaille les différents thèmes sur 8 séances. On a 6 ou 7 thèmes qu'on travaille et la dernière séance, on reprend toutes les actualités qui sont passées sur chacun des thèmes, depuis qu'on a fait le thème. Et on finit ça fin mars, début avril, juste avant les concours. Comme ça, on a couvert tout le programme. On arrive à anticiper 75 à 80 des questions, OK? À couvrir 75 à 80 des sujets, mais c'est impossible de tout couvrir. Et pour le concours Access, vous avez plus d'épreuves écrites de raisonnement. Mais par contre, à l'ESCA,
Au moment des oraux, vous avez une petite épreuve écrite de culture G. Donc, on vous donne des fiches de révision pour la faire, évidemment, plus le module enjeu contemporain, il peut vous aider hein, si besoin. Et en fait, au concours, et pardon, à l'IESEC, on vous pose des questions d'actualité aussi et de culture. Et donc, pour vous préparer seul au concours, vous avez plusieurs possibilités. L'application Concours Sésame 2025, elle est bien. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, ça coûte 100 euros. Et au moment où vous ferez votre inscription au concours Sésame à l'ouverture de Parcoursup, eh ben, ils déduiront 100 euros de votre cotisation. Donc, c'est comme si, en fait, bah, vous ne payez pas en fait, pour l'application Concours Sésame 2025. Par contre, ce qui est bien fait, c'est que il y a des exercices qui sont assez bien en général, et les explications sont claires en fait dans les corrections. Par contre, si vous faites un sujet de maths, enfin, si vous faites une série de questions de 10 questions en mathématiques, par exemple, si vous refaites une autre série de questions derrière, vous allez avoir au moins 3 ou 4 questions qui vont revenir. Vous allez vous rendre compte. En fait, le nombre de questions est super limité sur leur application, malheureusement. Et donc, c'est bien pour s'entraîner de manière ponctuelle, mais sauf que c'est hyper insuffisant pour avoir un entraînement efficace, parce que vous ferez tout le temps les mêmes questions sinon. Par contre, elle est très ergonomique, l'application, enfin, c'est pas nul du tout. Ça peut être utile. Pour Access, ils ont essayé de faire une application, ils n'ont pas réussi, malheureusement, depuis plusieurs années. Ils ont lâché l'affaire maintenant. Et en fait, ils mettent en ligne les annales sur leur site depuis 2016, il me semble. Par contre, il faut faire attention, le programme en maths a évolué en 2020 ou 2021. Et donc, du coup, il y a plein de questions qui sont obsolètes. Et l'autre problème aussi, c'est que les corrections ne sont pas détaillées. Et donc, du coup, quand vous allez faire votre entraînement sur le site d'Access, vous allez avoir beaucoup d'erreurs. Vous n'allez pas comprendre plein de choses, mais vous n'allez pas savoir pourquoi. Si vous hésitez à vous préparer seul ou avec une prépa pour le concours Access, téléchargez les annales. Vous voyez si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, bah voilà, vous pouvez m'appeler. Si vous y arrivez, bah tant mieux. OK? Vous pouvez vous entraîner aussi avec des livres, le grand manuel du concours Sésame ou Access. Il y en a d'autres qui existent, comme la Bible du concours Sésame ou la Bible du concours Access. Les livres, ils ont des gros défauts, très gros défauts. Alors, je vais parler des qualités d'abord. D'abord, la qualité, c'est que la partie courant, elle peut être utile, notamment en mathématiques. OK? Gros défaut, c'est que c'est pas du tout à jour en termes de contenu et en termes d'exercice. Et donc maintenant, les livres, ils sont de plus en plus loin des concours. Les concours, ils évoluent super vite, mais les livres, pas du tout. OK? Euh, donc, en anglais aussi, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être un peu utiles. En français, le cours, je pense que ça peut vous servir pour les maths, pour Sésame, pardon. Sinon, pour tout le reste, franchement, enjeux contemporains, bah, ça sert à rien parce que c'est sur les actualités, donc c'est figé les livres. Les maths, les exercices sont complètement à côté de la plaque. Les exercices d'anglais, par contre, ça va. Et sinon, voilà, cours en anglais, il manque pas mal de choses quand même. Et pour ce qui est de l'analyse documentaire, etc., synthèse de documents, ça va pas vous aider plus que ça. En fait, il copie-colle les annales que vous trouvez en ligne. Pour vous entraîner tout seul aussi pour l'anglais, moi je trouve que vous pouvez suivre ça c'est facile, c'est des conseils faciles, hein, qui peuvent vous aider. Vous pouvez suivre par exemple BBC Learning English, ça va vous donner quand même pas mal de conseils. Heu, En fait, ils vous donnent des petits tips en anglais qui peuvent vraiment vous servir pour les concours. Donc je trouve ça cool quand vous êtes dans votre lit tranquillement pour réviser. Vous êtes sur votre fil Insta et vous apprenez quelque chose qui va vous servir. Hugo Décrypte, c'est très bien pour l'actualité. Vous pouvez voir aussi le podcast, L'Heure du monde, qui peut aussi, tous les jours vous donner, enfin vraiment vous aider. Pour la partie raisonnement, il y a pas mal d'astuces sur l'Insta de Prépa Campus, sur notre Insta. Sinon, j'aime bien, moi, la chaîne YouTube Aide Academy. C'est pas sur Instagram, mais c'est plutôt sur YouTube. Il donne plein de conseils en mathématiques, c'est très bien fait. Il y en a qui peuvent servir pour les concours, d'autres pas du tout. D'autres qui peuvent servir pour le lycée. C'est un peu la concurrence, mais enfin, c'est pas vraiment la concurrence en réalité, ce qu'ils font pas les concours, mais en tout cas, c'est pas mal ce qu'ils font. Et donc, moi, en tant que même prof de maths, j'aime bien ça. OK? Et enfin, bah, pour les étudiants qui font partie de la prépa, bah, nous, on a une plateforme avec des tonnes d'exercices corrigés, donc des milliers pour Sésame, plus de 500 pour Access, avec des corrections PDF, corrections vidéo. On a aussi des fiches de révision dans les différentes matières en fait, que les élèves peuvent retrouver sur la plateforme. On a des cours en ligne qui sont préenregistrés aussi, pour thème par thème en fait, hein. Par exemple, si en mathématiques, vous voyez que vous n'êtes pas bon en géométrie, vous allez dans la partie maths, géométrie, il y a un petit cours de géométrie, il y a 3-4 fiches d'exercices avec une dizaine d'exercices, par exemple, pour Sésame, ou par fiche, hein, avec la correction en vidéo et en PDF. Et donc, vous pouvez faire autant d'exercices que vous voulez, jusqu'à être très très à l'aise et à avoir vu tous les exercices possibles et imaginables sur toutes les coutures. OK? On en profite aussi sur la plateforme pour mettre les replays des cours qu'on fait de manière hebdomadaire, qu'on enregistre, et pour mettre les replays aussi des cours d'enjeux contemporains qui sont enregistrés. Comme ça, si vous ratez un cours, vous pouvez le récupérer en ligne.
Il y a aussi des sujets complets pour s'entraîner, évidemment, et pour, enfin voilà, type anal et plus que les annales, évidemment. Plein de sujets aussi créés par nos profs. Tout le contenu est à jour, hein, il a été créé l'année dernière ou cette année. Tous les ans, on crée du nouveau contenu et tout est à jour. Hem, Qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Et on rajoute du contenu toutes les semaines, hein, au fur et à mesure sur la plateforme. Pour les étudiants qui sont boursiers, on donne accès à la plateforme Access sous Sésame pour 300 € et aux 2 plateformes Access et Sésame pour 400 €. Pourquoi? En fait, on ne peut pas vous proposer une préparation complète avec des profs et cetera à moindre coût, bien qu'on fasse des prix, hein, pour les boursiers d'ailleurs, en réalité. Mais, vous allez voir que quasiment aujourd'hui, une grande majorité des étudiants préparent les concours en faisant une prépa et vous êtes vraiment désavantagé à ne pas en faire une. Et donc le meilleur moyen de vous donner, de casser, on va dire, ce désavantage, enfin, j'ai pas trouvé autre chose que mais c'est un très bon moyen en réalité, c'est d'avoir accès à tous les replays des cours, à avoir accès à tous les exercices et cetera. Et ça, on le fait pour les boursiers uniquement, de donner accès à la plateforme, seul. OK? Hem Et donc du coup, si vous voulez vous préparer avec nous, on a 2 options, hein, donc que ça soit que pour Sésame, que pour Access ou pour les 2. On propose aussi des préparations aux oraux, c'est en supplément de ce que vous voyez. Les préparations aux oraux qu'on fait, juste je commence par ça, c'est des cours individuels avec des coachs qui ont été soit jury d'admission en école, soit en prépa. Ça coûte 120 € la séance. Vous faites 3 ou 5 séances pour vous préparer. On a 100 de réussite depuis 2020 aux oraux. On a tous la même méthodologie, ça marche hyper méga bien. Les préparations aux oraux, on les réserve, on les ouvre, hein, les inscriptions à partir de fin mars à peu près et on commence les entraînements à partir du lendemain des épreuves écrites. Donc on ne prend pas les inscriptions maintenant et en fait, tous les étudiants qui font une préparation avec nous ont accès à notre préparation aux oraux et s'il nous reste des places, on ouvre, aux étudiants qui sont extérieurs à la prépa. En fait, on fait aucune pub en dehors de la prépa pour, les préparations aux oraux parce que en fait, on essaie pas d'avoir plus d'élèves dessus. On a à peu près 25 profs qui font des préparations aux oraux. On a de nombreux élèves et on est plutôt à 30 d'ailleurs, on est plutôt à 29-30. On avait 29 profs l'année dernière pour la préparation aux oraux et en fait, bah, comme c'est une préparation individuelle et comme je veux pas surcharger les profs parce que si on veut faire les choses bien, un prof, il peut pas préparer 10 élèves en même temps. Il faut qu'il ait du temps pour chacun de ses élèves, qu'il puisse répondre aux questions en dehors des cours et cetera. Et ben, du coup, on se limite aux étudiants de la prépa et s'il reste des places, aux autres étudiants. OK? Donc la préparation qu'on propose, que ce soit pour Access ou Sésame, je vais vous donner l'exemple pour Sésame, mais c'est la même chose pour Access, hein, vous allez voir. C'est on a forcément en stage intensif l'anglais et l'analyse documentaire, 3 étudiants par cours. OK? Maximum, en présentiel ou à distance. En présentiel, c'est au métro République à Paris ou alors à distance en ligne. On ne mélange pas des étudiants présentiels avec des étudiants à distance, hein, je précise. On a le module d'enjeux contemporains pour préparer le concours Sésame, qui est entre janvier et mars. Je vous en ai déjà parlé, c'est uniquement à distance, c'est les week-ends. Il y aura 2 créneaux qui seront proposés, les samedis de 11 heures à 12:30 et les dimanches de 18 heures à 19h30. OK? C'est le même cours. Comme ça vous donne juste de la flexibilité pour vous connecter quand ça vous arrange et si vous ratez un cours, vous pouvez récupérer le replay. Et ensuite, on a 2 options pour maths, français, compétences digitales. Soit vous le faites en cours hebdomadaire, donc moi je suis prof de maths en cours hebdomadaire pour Sésame et donc là, vous avez des cours qui vont se proposer du lundi au vendredi, le soir. Mais pour faire tout le programme, il faut venir une seule fois dans la semaine, hein. OK? Mais si vous voulez vous entraîner, vous pouvez venir plusieurs fois dans la semaine. Vous ferez juste plusieurs fois le programme et on change tous les exercices d'un jour sur l'autre. OK? Lundi et mardi, c'est le même cours, donc on garde les mêmes exercices. Mercredi et jeudi aussi. Vendredi, c'est différent. Donc si vous venez le lundi et le jeudi, par exemple, vous ferez des exercices différents. Vous ferez 2 fois le programme et on ne fait même pas le programme dans le même ordre. Donc peut-être que, par exemple, pour Sésame, on commence par les compétences digitales le lundi et on a commencé par les maths le mercredi et on a commencé d'ailleurs par le français le vendredi. Donc si vous venez 3 fois dans la semaine, vous ferez maths, français, compétences digitales. Sauf qu'une fois qu'on aura fini les compétences digitales le lundi, après on fera les maths et ensuite on fera le français. OK? Et ainsi de suite, pareil pour les autres jours. Donc si vous faites 1 heure par semaine, vous faites tout le programme, ça marche exactement pareil pour Access, hein. Mais si vous voulez vous entraîner plus et faire plus de cours, bah, nous, tant mieux. Plus vous entraînez, plus vous allez être fort et bah, super. Dans ce cas-là, vous pouvez venir à autant de cours que vous voulez, on vous donne accès à tous les cours. Un étudiant qui prépare Access et Sésame avec cette formule-là, il faut qu'il vienne 2 heures par semaine en cours, 1 heure pour Sésame et 1 heure pour Access. Ça, c'est le minimum. OK? Donc ça, c'est la première option avec les cours hebdomadaires. À ce stade-là de l'année, c'est l'option qui est idéale. Les cours hebdomadaires, ils ont commencé à partir du 4 novembre. Il y a déjà 2 semaines de cours qui sont passées. Là, on est dans la troisième semaine. Les cours que vous avez ratés, soit vous les rattrapez en vous connectant un autre jour. Par exemple, je ne sais pas si vous avez décidé de venir tous les lundis, vous voyez que vous avez raté, je ne sais pas moi, les 2 premières séances de compétences digitales. Bah, peut-être que quand vous venez tous les lundis,
quand le mercredi, on fera les compétences digitales, vous viendrez exceptionnellement le mercredi pour rattraper les cours si vous le souhaitez. OK? De compétences digitales que vous n'avez pas fait. Ou alors, soit vous êtes sur la plateforme et vous récupérez les replays. OK? Donc c'est un peu complexe, mais si vous avez des questions dessus ou si vous voulez vraiment avoir un détail du programme avec la structure des formules et cetera, je pourrais vous l'envoyer par mail. On a un PDF qui est bien fait, qui explique de manière très détaillée tout ce qu'il y a dans chacune des formules. Ça, c'est vraiment la version courte, OK? La deuxième option, l'option full stage, c'est que au lieu de faire maths, français, compétences digitales en cours hebdomadaire, vous faites ça sous la forme de stage intensif pendant les vacances scolaires et vous êtes 2 parcours en maths et 3 parcours en français et compétences digitales, OK? Les stages, c'est soit pendant les vacances de décembre, la deuxième semaine, soit pendant les vacances de février, la semaine que vous voulez, quelle que soit votre zone, A, B, C. On couvre les 4 semaines, OK? Pareil, en présentiel ou à distance, tous les stages intensifs, cours hebdomadaires, que à distance. Quand vous vous préparez avec nous, la particularité qu'on a, c'est que, bah, déjà, c'est un suivi qui va être fait directement avec moi. Donc je serai votre contact quand vous avez des questions sur les concours, sur les écoles ou sur les mathématiques, OK? Si vous avez des questions sur les autres cours, vous aurez les numéros perso de chacun de vos profs que vous avez eus, donc soit pour les cours hebdomadaires, soit pour les stages, soit ou pour les 2, hein, d'ailleurs, et donc vous pouvez poser vos questions même après les périodes de stage. Donc typiquement, vous êtes sur Access, vous rédigez une synthèse, vous voulez une correction, vous l'envoyez à votre prof, le prof vous corrige la synthèse, vous ne payez rien, OK? S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas en mathématiques, je vous le réexplique même moi en dehors des cours, je prends 1 heure, je le fais gratuitement en individuel. C'est pas des cours, pas tout je ferai pas ça toutes les semaines, mais de manière ponctuelle, je le fais avec, tous les étudiants, OK? Hem Pareil, après les périodes de stage, les profs me font un débriefing à l'écrit, un retour par écrit pour chacun des étudiants. Ils sont que 2 ou 3 parcours, donc c'est facile, hein, ils connaissent très bien les étudiants. Et moi ensuite, je vous propose de prendre un rendez-vous avec moi, parents et étudiants. Je vous fais le débriefing qu'on m'a fait pour chacune des matières et je vous donne un plan d'action, de choses à faire sur la plateforme pour continuer de vous améliorer jusqu'au concours. OK? Pareil, pendant les stages, vous êtes que 2 ou 3 parcours, donc on va vraiment, axer le travail sur vos difficultés. Donc typiquement, si, on fait de la synthèse de documents et que vous avez de la difficulté dans faire des plans ou sur la prise de notes, on va se concentrer sur la prise de notes ou sur les plans. Si c'est plutôt la rédaction, ce sera sur la rédaction qu'on va se concentrer. Et en fait, pour chaque étudiant, on peut s'adapter bien évidemment. Et évidemment, comme c'est des formules qui sont très, très efficaces, qui ont un très bon taux de réussite, l'année dernière, ceux qui ont fait les formules avec les cours hebdo, 100 de réussite à Sésame dans le top 3. Pareil pour d'ailleurs, l'option full stage. Et pour Access, pour ceux qui sont en cours hebdo, 100 des étudiants ont eu soit l'IESEC, soit l'ESCA et 96 ont eu soit l'IESEC, soit l'ESCA, heu, sur, heu, la formule full stage. Et donc c'est des formules qui sont admissibles ou remboursées. Si vous mettez 5 écoles au concours Sésame, les 5 que vous voulez, même les 5 meilleures, on vous rembourse, si jamais, vous êtes admissible nulle part, la totalité de la prestation. Pour Access, c'est pareil, si vous mettez les trois écoles d'Access et que vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse la totalité de la préparation. OK? Et donc du coup, voilà ce que disent les étudiants de nous, c'est les avis. Il y a plus que 95 avis maintenant, il y en a peut-être un tout petit peu plus. J'ai pas fait un tri dans les avis, hein, j'ai juste mis les derniers avis au moment où j'ai fait la slide, OK? Heu, donc ce que je vous invite à faire, en fait, c'est juste de taper prépa campus sur Google et aller regarder les avis. C'est ce qui parle le mieux, pour nous et je suis hyper fier, hein, au final de voir que les étudiants sont hyper contents du travail qu'on fait et que les parents aussi sont contents et donc bah, c'est pour ça que je vous invite, juste à le faire. Vous pouvez le faire dès maintenant. Comme ça, bah, vous pouvez voir vraiment comment se passent les préparations et ce que pensent les étudiants de nous. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à vous dire, hein, et vous allez voir, hein, c'est les avis dans l'ordre, hein. Il y a peut-être eu 2 ou 3 nouveaux depuis, mais c'est vraiment les derniers avis. Bah, je vais prendre le temps maintenant de répondre à toutes les questions. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je vais commencer tout de suite avec la question de Camille qui dit: «Bonsoir, n'est-il pas difficile de trouver des entreprises pour l'alternance?» En général, ça n'est pas si difficile que ça. Après, si vous êtes dans une mauvaise école, c'est beaucoup plus dur. OK? Sachez que pour le concours Sésame, toutes les écoles se valent pas. Il y a 16 écoles, c'est pas 16 bonnes écoles. Vous n'avez pas besoin de moi d'ailleurs pour avoir une école. Sans vous préparer, vous y allez, il y a des écoles dans lesquelles vous serez pris automatiquement. Je peux vous les citer, hein, une école comme PSB par exemple, ils prennent tout le monde. OK? Heu, mais du coup, vous avez peut-être pas envie de vous retrouver là parce que vous avez payé 10 000 à 12 000 l'année à la PSB, autant aller à l'EM Normandie quoi ou à l'ESSEC ou à l'EM Lyon. Ça vaut plus le coup quand même. Donc l'investissement que vous faites, hein, quand vous payez une prépa, 2 000 €, 1 500 €, voilà, sachez que vous le rentabilisez très, très vite, quand vous sortez d'école parce que sortir d'une bonne école ou sortir d'une école moyenne, c'est pas la même chose. Pour vous donner un exemple, quand moi-même j'étais étudiant et c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a une dizaine d'années à l'ESSEC, en programme grande école, j'avais fait une alternance
Et dans mon alternance, j'étais avec des étudiants qui étaient du Bibier de l'ESSEC, qui avaient la même alternance que moi. On était payés, et eux et moi, 1 600 € par mois sur 12 mois, enfin sur 24 mois du coup, parce que c'était sur 2 ans, alors qu'on n'était que 12 mois dans l'entreprise, et on nous payait nos frais de scolarité de 15 000 €, de 15 000 € par an. Ok, donc on était très très bien payés. Et voilà. Et ça, vous ne pouvez pas avoir ce type d'alternance-là dans une mauvaise école. Il y a une mauvaise école, ce sera même peut-être parfois dur d'avoir une alternance. Ok. Donc Thierry demande où trouver un classement fiable pour les écoles de commerce. Bah, je vous ai dit, les classements, il faut les prendre avec un peu des pincettes. C'est un indicateur comme un autre du niveau des écoles. Et là, je vous ai présenté quand même pas mal le classement des écoles. Euh, donc pour ce qui est maths, il faut prendre le concours Sésame. Pour le programme grande école, c'est en prépa. Pour le programme BBA, c'est via le concours Sésame uniquement. En PGE, est-on engagé financièrement pour un minimum de 3 ans? Question d'Elsa. Je crois pas, hein. Je suis pas sûr à 200% de ma réponse. Ok, Elsa? Mais pour moi, vous payez année après année. Enfin, si, en fait, si, c'est ça. Vous payez année après année. Donc, quand vous payez votre première année, si vous arrêtez au bout d'un an, vous changez de voie, etc., vous n'allez pas être, on va pas vous demander de payer les 2 autres années. Euh, Juste un petit trick hein, d'un point de vue financier, il y a des gens qui sont tentés pour postuler au billet de l'EDEC hors Parcoursup dès maintenant. Si vous faites ça et que vous êtes pris, bah, c'est génial, ça vous fait une porte de secours. Et ils vont vous demander de payer un acompte de 2 000 € pour garder votre place. Si vous attendez Parcoursup, vous aurez tous les résultats en même temps, dont le résultat du billet de l'ESCP. Et là, bah, du coup, vous verrez que si vous avez mieux que le billet de l'ESCP, normalement, si on s'est préparé ensemble, vous aurez mieux. Et donc, du coup, vous n'êtes pas obligé de payer 2 000 € quand ils vous gardent votre place. Voilà. Eloï demande la certification PIX est-elle importante? Si oui, pourquoi? Franchement, c'est pas très important. La certification PIX, ce qui est important, c'est la note que vous aurez en compétences digitales. Maëlle demande les écoles de programme BBA telles que l'ESSEC se contentent-elles seulement des résultats du concours séance ou le dossier compte aussi beaucoup? C'est une très bonne question et c'est vrai que je ne l'ai pas détaillé et j'aurais dû. Et je vais le faire tout de suite. Au concours Access ou Accès, vous dites comme vous voulez, la note de dossier ne compte pas. En fait, elle compte un petit peu. Elle compte dans le sens où les meilleurs étudiants, ceux qui sont à plus de 17 de moyenne, en général, peuvent être grand admissibles et être exemptés des épreuves écrites. Et ça, vous le saurez malheureusement que 2 3 jours avant les épreuves écrites. Donc, vous êtes obligé de vous préparer, mais par contre, peut-être que vous irez directement aux oraux. L'année dernière, sur 80 étudiants qu'on a préparés euh, au concours Access, un peu plus de 80 étudiants, il y en a 5 qui ont été, heu, 80 étudiants, on doit être à 80 étudiants, 5 qui ont été grand admissibles. On a eu des surprises parfois, 2 étudiants dans le même lycée, un qui a un meilleur dossier que l'autre, qui n'est pas grand admissible, l'autre oui, mais on a eu personne en dessous de 16 qui a été grand admissible. OK? Pour le et si vous n'êtes pas grand admissible, c'est tout sur les concours. Pour le concours Sésame, en fait, les épreuves vont avoir un coefficient différent en fonction des écoles. Les épreuves vont avoir un coefficient différent en fonction des écoles. Donc, dans certaines écoles, l'anglais va être le plus important, dans d'autres écoles, ça va être les maths. OK? Et en plus des épreuves écrites, il y a toujours une note de dossier. Et la note de dossier, dans beaucoup d'écoles, elle ne va pas être très importante. Mais dans certaines écoles, comme l'ESSEC en particulier, c'est 30% de la note. Et les étudiants qui vont à l'ESSEC, c'est ceux qui ont les meilleurs dossiers et les meilleures notes au concours. Donc, si vous avez moins de 12-13 de moyenne au lycée, c'est quasiment mort pour l'ESSEC. OK, je préfère vous le dire d'avance. À 14, vous êtes vraiment juste, mais si vous êtes très bon au concours, vous allez pouvoir redorer un peu votre note de dossier et faire en sorte que ça aille mieux. La difficulté du lycée compte, bien évidemment. OK? Donc si vous êtes dans un excellent lycée, que la moyenne de la classe est la 12 et qu'à 14, vous êtes premier de votre classe, ça devrait aller. OK? Mais sachez que voilà, faut avoir des bonnes notes quand même pour pouvoir avoir une chance d'aller à l'ESSEC. Tous les ans, on a des surprises. On a un étudiant qui a 12, qui a éclaté le concours et qui rentre à l'ESSEC. C'est pas la norme. OK? C'est pas la norme. La norme, c'est que ces étudiants à au moins 14, mais plutôt 15, 16 et plus, qui vont rentrer à l'ESSEC. À 14, je vous garantis pas que vous allez rentrer à l'ESSEC. OK? Le Lyon aussi, ils mettent un coefficient important sur le dossier, sauf qu'en fait, on va pouvoir rattraper la note de dossier plus facilement avec le concours écrit, parce que, en fait, si vous avez une note de dossier moyenne, mais une très bonne note au concours, ça peut suffire. OK? Et pareil, si vous êtes à 10 de moyenne et que vous voulez rentrer à la Lyon, ça va être compliqué. Voilà. Euh, Sinon,
Les notes de dossier sont rattrapables. Si vous avez un mauvais dossier, mais vous êtes bon au concours, il y a beaucoup d'écoles dans lesquelles vous allez pouvoir rattraper ça. OK? Alors, Malo demande, bonjour, vous pensez qu'il faut s'y prendre combien de temps à l'avance pour la préparation des concours? Bah, en fait, nous, on a déjà commencé, on a commencé il y a 2 semaines. Donc, si vous voulez vous préparer avec nous, là, vous pouvez prendre le train en route, vous avez raté que 2 cours, vous pouvez les récupérer même en live. OK? Mais il ne faut pas attendre, c'est maintenant. OK? Avec la formule régularité, l'option avec les cours hebdomadaires qui s'appelle formule régularité, il faut commencer dès maintenant. Si vous voulez faire l'option avec les stages intensifs, pour préparer Access et Sésame avec nous en stage intensif, il faut 2 semaines, hein. Donc l'idéal, c'est de faire une semaine en décembre, une semaine en février. Vous êtes que 2 ou 3 pour tous les cours. OK? Donc nous, notre nombre de places, il est limité. Donc les inscriptions, en fait, on les fait jusqu'au moment où il n'y a plus de place, tout simplement. OK? On a une vingtaine de profs à peu près, hein, dans la prépa. Et aujourd'hui, on a à peu près 110 inscrits dans toutes les formules. Pour les cours hebdomadaires, la formule avec les cours hebdomadaires, on a des cours tous les jours, du lundi au vendredi. On fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde dans les cours. On essaie de ne pas être plus d'une vingtaine par cours. Quand il y a trop de monde, on arrête les inscriptions. Mais pour le moment, ça va. Malo demande sur l'année de première, est-ce qu'on peut commencer? Vous pouvez commencer sur l'année de première, mais c'est tôt. Moi, je vous recommande d'attendre l'année de terminale. Pour Access, c'est carrément pas nécessaire. Pour Sésame, si vous voulez faire dès l'année de première, vous pouvez. OK? Mais honnêtement, pour être tout à fait sincère avec vous, je vous recommande de ne pas vous précipiter. Commencez l'année prochaine, à partir du mois de novembre, vous serez parfaitement dans les temps. Et en fait, nous, on prend le temps de se préparer dans le temps. On n'a pas besoin d'avoir autant de temps en soi. C'est juste que on prend vraiment du temps. Comme ça, en y allant de manière régulière et méthodique, on arrive à progresser au fur et à mesure de l'année. Quand il y a des choses qui coincent, on arrive à les voir et à les corriger. On a le temps, on n'est pas stressé. Quand les étudiants ils arrivent au mois de mars, ils ont déjà un très bon niveau. Quand ils arrivent au concours au mois d'avril, ils sont au maximum de leur capacité, ils ne peuvent pas faire mieux. OK? Gambu demande, que conseillez-vous entre l'EM Lyon en bac+5, l'EM Normandie en bac+5 ou Bibier de l'EM Lyon? Là, pour le coup, pour répondre sincèrement à votre question, ça dépend vraiment de votre profil. OK? Certaines personnes vont préparer l'EM Normandie en bac+5, d'autres le Bibier de l'EM Lyon. Juste pour vous donner quelques clés, quand vous faites un programme grande école, en général, on a une année de plus, donc les premières années sont plus théoriques qu'en BBA. OK? Donc si vous voulez rentrer directement dans le feu de l'action, vous pouvez commencer plutôt par un BBA et vous aurez, et vous partez souvent plutôt à l'étranger. Pour la Normandie, c'est pas vraiment vrai parce que si vous êtes sur un campus à l'étranger, vous pouvez commencer dès le début à l'étranger. Mais voilà, vous aurez des cours plus théoriques de statistiques, de sociologie, et cetera, que vous ne retrouvez pas forcément en BBA parce que vous avez une année de plus. Donc voilà. Pour l'ESCA à Boulogne, faut-il être bilingue en anglais vu que dans beaucoup d'écoles, l'enseignement est en anglais? Non, il ne faut pas être bilingue en anglais. Que pensez-vous des IAE? Alors, c'est des bonnes formations, ça peut vous donner aussi accès à, bah, du coup, à des écoles de commerce. Vous n'aurez pas les top écoles de commerce avec les IAE. C'est des formations qui sont assez élitistes au final, où vous faites une partie à la fac, une partie en prépa. Et ça vous donne la possibilité soit d'aller à la fac, soit d'aller en prépa. Vous travaillez beaucoup dans un IAE, mais ça peut être intéressant. Sabine demande, le 30% de handicap peut-il être appliqué lors des concours? La réponse, c'est oui. Oui, oui, vous pouvez demander un tiers-temps. En fait, je vous recommande même de le faire, hein, si vous avez la possibilité d'en avoir un. C'est des épreuves, enfin, c'est vraiment des épreuves de vitesse, hein, les épreuves lors des concours. Et si vous avez la possibilité d'avoir un tiers-temps en plus, et bah, quand vous demandez le tiers-temps, et vous l'aurez. Et donc, si vous l'avez pour le bac, vous l'aurez pour les concours. La demande, elle se fait à partir du mois de janvier. OK? Au moment pour les étudiants qui sont dans la prépa, au moment en fait où Parcoursup va ouvrir, je fais une conférence pour les étudiants où je leur explique tout sur comment s'inscrire, sur comment obtenir son tiers-temps et sur aussi comment faire ses lettres de motivation pour Parcoursup. Et ensuite, pour les étudiants de la prépa, ils peuvent m'envoyer leurs lettres et je leur envoie une correction. OK? Ça fait partie du suivi, évidemment, c'est gratuit. Bonjour. Est-ce que les concours Access et Sésame se passent en présentiel? C'est à distance, comme je l'ai dit au début de la conférence, Théophane. 100% à distance. Eloï demande un 17 de moyenne en Seine-Saint-Denis. Est-ce que c'est la même valeur qu'un 17 de moyenne obtenu à Paris, notamment en termes de reconnaissance et d'opportunités? En fait, ça va être moins reconnu. Un lycée qui est meilleur, les notes vont être, comment dire, un lycée, s'il est reconnu comme étant meilleur, on va être plus indulgent sur les notes des élèves. OK? Un lycée qui est moins bon, ça va être moins bon. Maintenant, si tu as 17 de moyenne, c'est bien, quel que soit le lycée. OK? Et donc, du coup, tu auras la possibilité de rentrer dans toutes les écoles en te préparant bien. Un avis sur l'EM Strasbourg, demande Thierry.
C'est une école qui n'est pas parmi les meilleures, qui est une école correcte, mais pas excellente. Samine demande, nous vivons aux USA. Vos cours et vos stages sont-ils tous accessibles après le live et est-ce aussi efficace? Alors, pour les stages, en fait, si vous habitez aux États-Unis, j'ai déjà une étudiante là qui est aux États-Unis qui va faire les stages aussi. Vous aurez la possibilité de faire vos stages de manière normale, juste avec le décalage horaire. Et donc, du coup, je vous mettrai sur des horaires qui vous arrangent pour que ce soit possible pour vous. Ça, c'est pour les stages intensifs. Pour la partie cours hebdomadaire, l'idéal, c'est quand même de le faire en live. Donc, vous l'aurez que en replay. Enfin, vous pourrez le faire en live, mais ce ne sera pas les bons horaires pour vous. Et donc, dans ce cas-là, bah, ça sera en replay. Et en fait, ce que je fais pour les étudiants du coup qui sont à l'étranger comme ça, et qui ont du décalage horaire, ce que je fais pour l'étudiante que j'ai actuellement aux USA, c'est qu'en fait, euh, elle fait un programme full stage où elle fait tout en stage. Et donc, du coup, j'ai adapté les horaires pour que ça soit possible pour elle. Et je lui donne accès au replay des cours hebdomadaires quand même. OK? Pour le même prix, sans surcoût. Comme ça, bah, elle peut s'entraîner, elle peut voir les replays, elle peut travailler de manière régulière aussi. Alors, Samsung demande, donc je ne sais pas qui c'est, pour deux stages intensifs, un à Noël et l'autre en février, est-ce qu'une remise est appliquée? En fait, vous n'allez pas faire deux fois le programme. Ça ne sert à rien de venir deux fois, de faire deux fois le truc, le programme full stage. Faites-le une fois, répartissez les cours entre les deux. OK? En fait, vous allez faire deux fois la même chose si vous venez deux fois, et ce n'est pas nécessaire. Dans le cas où un étudiant a besoin d'un ajustement et doit refaire, par exemple, plus de mathématiques s'il est vraiment pas à l'aise, en fait, on va refaire juste un module de mathématiques, mais ce ne sera jamais nécessaire de refaire tous les modules. Et donc, du coup, je ne vous demanderai pas de payer deux fois une préparation parce que ça ne sert à rien. Voilà. Normalement, elle est censée se suffire à elle-même, et c'est le cas. C'est le cas. OK? Pouvez-vous nous dire quels sont les meilleurs bibliers disponibles, de préférence en Rhône-Alpes? Euh, Vous allez avoir bah, le biblier de l'UM Lyon, qui est le mieux. Et à Grenoble, vous avez un biblier qui est intéressant. Alors, coupure de son, non. Est-ce qu'il est possible d'aller en BUT et d'aller en master? Oui. Oui, oui, c'est possible. Alors, ces concours sont-ils accessibles quand on vient de terminal STMG? Y a-t-il un quota de place pour des élèves venant de général ou de STMG? Alors, oui, les concours sont accessibles pour les STMG. Euh, pour le concours Access, c'est un désavantage d'être en STMG, comme je vous l'ai dit. Donc, à part si vous êtes excellent en maths et que vous visez l'ISA, concentrez-vous plutôt sur le concours Sésame. Et tous les ans, on a des étudiants de STMG qui rentrent dans les meilleures écoles. Là, d'ailleurs, je reste en contact avec pas mal d'étudiants parce que je les vois toute l'année, on s'attache aux étudiants et eux, ils s'attachent à nous aussi. Et donc, du coup, on reste en contact. Et là, par exemple, jeudi la semaine prochaine, je crois, attends, je vais vérifier. Ça change rien, mais bon. Non, pardon, vendredi la semaine prochaine. Je vais déjeuner avec Nicolas Pirquin, qui est un étudiant que j'ai eu l'année dernière, qui est en STMG, et qui est rentré d'ailleurs pardon, à l'IESEG. Lui, il est rentré à l'IESEG, il voulait rentrer à l'IESEG absolument. On avait préparé ensemble, il était rentré à l'IESEG. Mais c'est vraiment possible d'aller même à l'ESSEC. OK? Les lycées ruraux sont-ils vraiment pénalisés ou pas vraiment? Pas vraiment, vous inquiétez pas. Samsung demande, sans spé maths ni maths complémentaires, est-ce que c'est jouable? Pour Sésame, ça pose aucun problème. Pour Access, c'est jouable, mais c'est beaucoup plus de travail. Mais si vous êtes prêt à faire ce travail-là, et si vous n'avez pas une aberration pour les maths, je suis prêt à travailler avec vous. En fait, pendant les cours hebdomadaires, ce que je vous disais, il y a des cours tous les jours du lundi au vendredi. Si vous passez le concours Access typiquement avec moi et que vous avez arrêté les maths complémentaires ou l'aspect maths, ce que je vous demande, c'est au lieu de faire une heure de cours par semaine, c'est de venir au moins 2 heures de cours par semaine, voire 3 heures si c'est possible. OK? Et pour tous les points que vous n'avez pas compris, bah, je prends une heure avec vous, je les retravaille en individuel et je vous réexplique si vous n'avez pas compris et c'est gratuit. OK? Je vous propose qu'on s'arrête là. Je prends la dernière. Je prends la dernière, les dernières questions. Vraiment, je vais m'arrêter là. Euh, et voilà. Donc, je réponds aux deux dernières questions de Maël et de Vancé. Maël demande, est-ce que faire les portes ouvertes des écoles peuvent ajouter un plus ou pas du tout? C'est bien, notamment pour les oraux, et c'est bien aussi pour savoir où vous projetez. Et enfin, le bibillet intéressant sur Grenoble, c'est le bibillet de GEM qui est disponible via le concours ESSEC. Sésame, pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous enverrai demain le replay de la conférence, euh, le, le, pardon, les slides. Je vais vous donner aussi mon numéro de téléphone, je vous laisse ici, mais vous recevrez par mail.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez m'appeler directement demain, s'il vous plaît. Vous pouvez m'envoyer un texto dès ce soir si vous voulez que je vous rappelle demain, d'ailleurs. C'est peut-être plus simple. Et voilà, et si vous souhaitez vous inscrire notamment avec les cours hebdo, je vous invite à pas traîner avant de m'appeler parce que bah, plus vous traînez, plus les cours passent et donc vaut mieux pas trop perdre de temps. Voilà. Je suis content que ça vous ait plu. Je vois tous les remerciements, ça me fait plaisir. C'est super. Et voilà, bah, si vous vous inscrivez avec nous, ce sera moi votre interlocuteur pendant toute l'année. Voilà. Merci à vous. Je serai prof d'ailleurs de vos enfants de maths ou de vous-même si vous êtes en maths, si vous êtes déjà un étudiant et non pas un enfant. Bonne soirée. Merci beaucoup pour vos retours. Ça me fait, vraiment, ça me touche. Je suis content que ça vous ait plu.